Sud Radio, 11h midi, on parle auto. Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence et bonjour à tous ceux qui ont le courage de nous écouter. Pourquoi le courage? Le plaisir, le bonheur, il est 11h02, nous sommes le 19 juin. Ça sent quand même très bon la fin d'une saison où les gens vont partir en vacances. Là, juillet, ça va attaquer. On est dans l'époque du bac. Ça sent la pluie surtout un peu. Bon courage à ceux qui passent le baccalauréat et à leurs parents. Parce qu'on oublie toujours que quand on est parent de quelqu'un qui passe le bac, on est un peu stress aussi. Ça va vous aujourd'hui? Écoutez, très bien. Très bien. Vous avez bonne mine et tout. Vous venez avec une petite merveille aujourd'hui. Oui, alors aujourd'hui on va être politiquement totalement incorrect. Moi je pensais pas à ça moi. Alors ça va pas être SUV, ça va pas être électrique, ça va rouler beaucoup trop vite par rapport aux limitations de vitesse. Mais qu'est-ce que ça va être? On va parler de la Toyota Yaris GR en fait. C'est une voiture de rallye, ni plus ni moins, que Toyota commercialise et on peut le prendre la route avec, on a le droit. 261 chevaux. Imaginez dans la taille d'une Yaris, 261 chevaux, 4 roues motrices, c'est juste une bombinette. Et vous avez adoré? J'ai adoré, oui. Et moi je sens que je voulais pas la rendre. Voilà, ce sera l'essai voiture à 11h30, cette fameuse Toyota Yaris, comme vous dites, à la Chaba ou GR à la Toyota. On va également parler contrôle technique qui fête un anniversaire. Ouais, le 18 juin, c'est pas que l'appel, c'est aussi l'appel du contrôle technique. Il a 30 ans, il a fêté ses 30 ans hier, le contrôle technique. Alors qu'est-ce qui nous a apporté le contrôle technique? Vous le saurez tout à l'heure. Et puis évidemment, vous le savez, notre rendez-vous, c'est vous, c'est avant tout vous au 0826 300 300. Vous nous rejoignez pour poser toutes vos questions pratiques à Jean-Luc. 11h55, notre rendez-vous Quel auto choisir, où Jean-Luc Moreau vous aide également, vous guide et vous conseille. Et puis sur la page Facebook de Sud Radio, où on vous attend également nombreux, où vous pouvez retrouver nos mines réjouies de passer cette fin de matinée en votre compagnie. Allez, c'est parti. Sud Radio, 11h midi, on parle auto. Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et nous allons tout de suite parler questions pratiques. Vous le savez, on commence l'émission avec vous. Salut Tariq. Bonjour, vous m'entendez bien? Oh, merveilleusement bien. Comment allez-vous? Bonjour Tariq. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Comment ça va? Oui, super, et vous allez bien? Merveilleux, vous êtes où? Je suis sur Sagné dans le 93. 9-3, on vous écoute. Dans le 9-3. Donc ma question, je vais essayer d'être le plus concis possible. Je suis chauffeur VTC et j'ai dans ma ligne de mire un véhicule en particulier, c'est une Tesla Model 3. Donc ma question est la suivante, je voulais savoir si c'est un véhicule si c'est rentable. Déjà pour commencer, ouais. Alors déjà, elle est homologuée comme taxi, la Tesla 3. Ça veut dire que si vous voulez l'utiliser comme VTC, il n'y a pas de problème, le coffre est suffisamment grand, parce que vous savez que pour être homologué comme taxi, une voiture doit avoir suffisamment d'espace à bord et un coffre suffisamment grand. D'accord, je savais pas. Donc la Tesla 3, elle est homologuée comme taxi. Et puis surtout, elle vient de baisser en prix. C'est ça qui est génial. Mais depuis le départ, on en parle assez peu. Il faudra d'ailleurs dire à Pierre qu'il révise ses tarifs parce que les Tesla ont bien baissé quand même depuis qu'elles sont sorties. Elle est à combien celle-là? La première S qui était sortie, elle était à 160 000 euros. Et maintenant, vous savez, le modèle standard avec l'autonomie 448 km est vendu 43 800 euros. On a encore 7 000 euros de bonus jusqu'à la Tesla 3. La Tesla 3 standard. Elle est descendue à moins de 50 000. Elle est à 36 800 euros quand on enlève le bonus. Donc on n'est plus dans des tarifs absolument hallucinants. C'est pour ça il faut réviser et ils baissent régulièrement les tarifs. Et justement, l'idée c'est de dire voilà, on va démocratiser la voiture électrique. Alors, au départ ça coûtait cher, mais petit à petit on baisse les prix. Donc aujourd'hui, avec un modèle qui est vendu 36 800 euros, c'est moins cher que la berline équivalente thermique et en coût d'usage. Alors en plus, si vous êtes VTC, vous allez rouler beaucoup. C'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant parce que le coût kilométrique va vous coûter beaucoup moins cher. Et puis en plus, on sait qu'il y a certains taxis qui ont déjà dépassé 400 000 km. Oui, mais ils avaient quand même changé le moteur. On a fait des recherches. On a un ou deux exemples de gens qui ont eu des pannes, mais globalement, c'est moins cher en entretien qu'un véhicule thermique. Vous n'avez pas d'embrayage à changer, vous n'avez pas de turbo à changer, vous n'avez pas de révision, pas de vidange à faire. Donc c'est en termes de rentabilité, c'est intéressant. Et puis en plus, c'est assez sympa à conduire. Alors après, ce qu'il y a, c'est que c'est une organisation particulière. C'est-à-dire que vous habitez en maison individuelle, comment vous ferez pour charger ? Justement, là, je vais être en copropriété et là, je suis en train de faire les démarches pour pouvoir installer une borne.
Si vous pouvez recharger, chez vous, il n'y a pas de problème. Vous ferez rarement, vous faites du Paris et de la région parisienne. Exactement, c'est globalement ça. Vous aurez entre 350 et 400 km d'autonomie réelle. C'est rare qu'on fasse 350 km dans la journée. Attention, quand on est VTC, on peut vite les faire. Hein. Alors vous pouvez, il y a des bornes, rapides sur une Tesla. On peut charger avec des bornes rapides qui vous permettent le midi, par exemple, de reprendre 150 km d'autonomie ou 200 km d'autonomie le temps que vous mangez. Je peux vous poser une question, Tariq ? Oui, je vous écoute. Pourquoi vous êtes intéressé par un modèle électrique et particulièrement cette Tesla ? Pour rien vous cacher, j'ai un ami qui a eu une Tesla Model 3 qui me l'a fait essayer et depuis ce jour-là, je pense qu'à me l'acquérir. Franchement, c'est un véhicule incroyable. Et au niveau boulot, pour le coup, c'est mieux pour vous qu'un thermique. Actuellement, sur la région parisienne, ou si on habite Montpellier, Bordeaux, Marseille, qu'on est VTC, pareil, quoi. Pour mon cas personnel, est-ce que c'est mieux ou pas, je sais pas. Je n'ai pas encore basculé du côté électrique, mais du côté son. du côté. Mais en tout cas, j'aimerais. Ça serait. Alors après, vous avez. Après, je vous disais le modèle standard à 448 km d'autonomie homologuée, mais vous avez le modèle grande autonomie, dont l'autonomie vient d'augmenter, parce que c'est pareil. Je vous disais, les prix baissent, mais parallèlement, la chimie des batteries évolue. Donc, dans la même batterie, le même volume, le même poids, on offre plus d'autonomie. Donc, elle a 614 km d'autonomie. Alors ça, c'est autonomie constructeur en réel, Jean-Luc, en réel. Alors tout dépend. Si vous faites de l'autoroute, vous enlevez 40%. Okay. Si vous faites de la ville, on peut estimer que là on sera à 500 km d'autonomie, même en roulant un peu vite, en prenant par exemple l'autoroute pour aller à l'aéroport. Ouais. Wow. Et elle est à 52 990 €. Alors là, vous n'avez que 3 000 € de bonus. D'accord. Puisque vous savez que le bonus, il est attribué en fonction du prix des véhicules. Mais c'est quand même très intéressant. Et est-ce que quand on achète une voiture, Jean-Luc, ou vous, Tariq, pour un côté pro, c'est-à-dire avec une licence professionnelle, on a un prix ou pas ? Alors chez Tesla, non. Ah voilà. Non. D'accord. Non, il n'y a pas de prix. Ce qui était le cas chez Mercedes. On peut avoir des aides en particulier. Alors par contre, après sur la région parisienne, vous avez peut-être des aides qui vous sont accordées supplémentaires. Mais au niveau de Tesla, non, il n'y a pas de réduction pour aucune catégorie socio-professionnelle, je le dis, y compris les journalistes, voilà. Non, c'est... Oui, c'est vrai, parce qu'ils ont une politique tarifaire, c'est-à-dire les prix affichés sont les prix de vente. Ce que devraient faire tous les constructeurs d'ailleurs, parce que le problème c'est que vous avez un prix catalogue et quand vous allez chez le concessionnaire, c'est les discussions de marchands de tapis. De toute façon, voilà. Oui, mais même il faudrait que ce soit clair. Mais Dacia, par exemple, a dit dès le départ, on a un prix qui est bas dès le départ, mais c'est le prix. Voilà. Est-ce qu'on dit à Tariq, je sens hésitant encore. Non, Tariq, je pense, il y a plein de taxis qui sont en Tesla et qui ont des forums sur Internet. Et je vous invite à aller voir justement ce qu'ils en disent et vous verrez que au global, alors c'est pas parfait, attention, mais au global c'est quand même très positif. En tout cas pour quelqu'un comme vous qui, Tariq, a envie de basculer vers vous n'hésitez pas. Tariq, vous nous tenez au courant ? Pas de souci, je vous remercie beaucoup. Et puis vous nous ferez faire un petit tour si vous la prenez. Parce que c'est vrai qu'elle est quand même très réussie. Et ça elle est réussie, puis nous ça les marche. Filles, on est hyper nous les filles, on est hyper intéressés par la ligne extérieure, par le confort intérieur généralement d'une voiture. Puis tiens, c'est ce qu'on n'a pas évoqué. Il passe sa journée dans la voiture, Tariq. Oui, c'est ça. Et le fait d'avoir une voiture qui est silencieuse, qui est confortable, ça paraît évident. Et pas de vibrations, parce que ça, on se rend pas bien compte. Ça dépend, parce qu'à Paris, tu as les vibrations à cause du maire de Paris. Non, et puis les dodanes, et puis les travaux, et puis on s'arrête et on recommence. Bon, bref. Merci. Paris, il faudrait construire un mur autour. Allez, go, voilà. On y va. C'est parti. Merci beaucoup, Tariq. Passez un bon week-end. Dans quelques instants, nous allons parler du contrôle technique qui fête ses 30 ans. Que nous a-t-il apporté de bien ou de pas bien ? On en parle en détail avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Je vous donne également le rendez-vous que vous avez avec Saroul à partir de midi, où l'on va parler de ce stationnement payant. On l'a appris cette semaine, qui à Paris va augmenter très 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 lourdement, évidemment pour les non-résidentiels en termes de voitures, mais surtout va devenir payant pour les 2 roues à Paris. Ça va commencer dès cet été et ça arrivera dans d'autres villes. C'est déjà un peu le cas, par exemple à Grenoble. Vous en pensez quoi ? On vous attend 0826 300 300, payé, toujours payé.
Mais en même temps, nous, sur Sud Radio, on vous gâte. Je vais vous offrir, grâce à toute l'équipe de Sud Radio et du super circuit de Nogaro, autrement appelé le circuit Paul Armagnac, des entrées pour aller vivre le Grand Prix Camion, ce Grand Prix Camion que vous allez pouvoir adorer. Et ce sera le 3 et 4 juillet prochain, donc ça va venir vite. Alors attention, l'ami Jean-Luc, parce que là, on va pas offrir une place. On va offrir 2 places. Non. On va offrir 5 places. Oui. On voilà. offre 5 places et on vous livre comme ça, tranquille. Donc c'est bon, j'ai 4 potes pour venir avec moi. Non, c'est pas pour vous. Ah, bah, zut. Ce sera pour celui ou celle qui va me donner la bonne réponse à la les courses de camions. question suivante. Ah ouais, Laurence, c'est impressionnant. Ah mais j'en ai essayé un il y a plus de 20 ans. Un camion ? Ouais, un camion de course. Mais c'est impressionnant. C'est pour ça que t'es beau comme un camion tout neuf ? Voilà, c'est ça. Non, c'est pas... Bon, excusez-moi. J'ai un peu tâté du bac à gravier, mais... Moi, je suis une fille de routier, donc oui. j'ai pas fait de course, mais j'étais dans le camion de mon papa sur le grand ruban très longtemps enfant. La question est la suivante. Depuis quand existe le Grand Prix Camion que vous pouvez vivre tous les ans, même si évidemment avec la Covid ça a été compliqué sur la dernière année? Est-ce qu'il a été créé 1 en 1964, 2 en 1994? En quelle année le Grand Prix Camion a-t-il été créé, 1964 ou 1994? Je parle du Grand Prix Camion du circuit de Nogaro, là-bas du côté d'Armagnac. Du circuit Paul Armagnac, pardon. Exactement, du côté de Nogaro. Voilà, je ne vais pas la refaire 10 fois avec Ricard. Non. C'est dans le Gers, 0826 300 300, on vous attend. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. J'adore faire des cadeaux. Oui. Vous aussi? Oui, Vous adorez les recevoir. Oui. Bon. On va parler du contrôle technique parce que là aussi on fête un anniversaire, Jean-Luc. Ouais, le 18 juin. Alors le 18 juin, on a plutôt tendance à parler du général de Gaulle en général, mais le 18 juin 1991, il y a un arrêté qui est paru qui rendait obligatoire le contrôle technique. Il a été instauré le 1er janvier 1992. Pour en parler avec nous, on a Miguel Poli, qui est le directeur de la communication du groupe SGS France. SGS, on va rappeler, les leaders du contrôle technique. Bonjour Miguel. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Miguel. Combien de centres de contrôle technique le groupe SGS? Alors c'est quoi le groupe SGS? Parce qu'à chaque fois, moi je suis obligé de me faire des petites anti-sèches. Alors c'est vrai que le groupe SGS est très peu connu du grand public parce qu'il travaille sur des sujets plus B2B. C'est le leader de la certification dans le monde qui va travailler sur des industries diverses et variées qui vont de l'énergie notamment, évidemment, jusqu'au contrôle technique. Et donc le groupe SGS a racheté les réseaux Autosécurité et Sécuritest au début des années 2000, qui étaient des réseaux qui appartenaient à des assurances, notamment à MMA, à la MAF. Et donc aujourd'hui, on a à peu près, près de 2000 centres, on va dire. D'accord. Donc 2000 centres, vous êtes les plus gros contrôleurs techniques en France. Alors ça a apporté quoi le contrôle technique au départ? L'objectif c'était quoi? C'était de diminuer la mortalité sur les routes, contrôler la pollution, les deux en même temps? Alors en fait, c'est une évolution qui s'est fait progressivement à partir des années 70 jusqu'à aujourd'hui. En fait, il faut savoir qu'auparavant, donc avant 1971, il n'y avait pas de contrôle technique obligatoire. C'était un contrôle volontaire, itinérant, qui était réalisé par des automobiles clubs. Et à partir de 1973, le gouvernement a mis en place de plus en plus de mesures par rapport à la sécurité routière, parce qu'il y avait de plus en plus de trafic routier. Et donc du coup, mécaniquement, ça engendrait malheureusement des morts sur la route. Donc c'est à partir de là qu'il y a eu des mises en place très fortes, comme la ceinture de sécurité en 73, les 110 km/h sur les voies rapides en 74, en 92 le permis à points, et donc évidemment le contrôle technique qui arrive à ce moment-là pour contrôler un certain nombre de points sur les voitures. Aujourd'hui on est à 133 points, et donc évidemment pour contrôler des éléments de sécurité, on parle évidemment du freinage, on parle de l'éclairage, et peut-être aussi faire de la pédagogie par rapport aux Français pour leur expliquer l'importance de bien contrôler son voiture, et que c'est un point d'attention qu'ils doivent avoir au fil de l'eau dans tout le rapport qu'ils ont avec leur automobile. Miguel, est-ce que ça a eu un vrai impact? Est-ce qu'on peut le mesurer? Est-ce qu'on peut dire voilà, il y a eu tant de vies sauvées grâce au contrôle technique? Très clairement, aujourd'hui, on sait que le nombre de morts sur les routes a été divisé par 5. Depuis
depuis 1973. Oui, c'est ça, parce que, alors il n'y a pas que le contrôle technique, il y a la ceinture de sécurité, il y a les limitations de vitesse, il y a les progrès des voitures, même si à chaque fois que la sécurité... On était à 18 000 morts par an dans ces années-là. Même si à chaque fois que la sécurité routière prend la parole, on n'a jamais le poste progrès des voitures ne compte pas. Alors moi, ce que je leur avais proposé à l'époque, j'avais dit on va faire un crash test. Moi, j'accepte de monter dans une voiture pour faire un crash test d'homologation. On craint pas grand-chose avec une voiture moderne. Et vous prenez une vieille bagnole il y a 30 ans, et puis si ça n'a rien changé, ils n'ont pas voulu. C'est bizarre. Non, mais c'est vrai. Alors par contre, ce qui est important dans ce qu'on dit par rapport à l'anniversaire du contrôle technique, c'est que ce contrôle technique a sauvé des vies aussi. Oui, il a sauvé des vies. Et puis aujourd'hui, il a une autre vocation que la sécurité. On parle de pollution de plus en plus, donc le contrôle technique qui s'est sévérisé en matière de pollution. D'ailleurs, les résultats, au début, on a un petit peu agité un drapeau rouge en disant attention, il y a plein de voitures qui passeront plus le contrôle technique, qui vont être recalées à cause de la pollution. C'est quoi aujourd'hui le taux de contre-visite à cause de la pollution ? Le taux de contre-visite versus la pollution, c'est seulement entre 3 et 4%. Ouais, donc c'est pas vraiment marginal. C'est pas catastrophique. Il va falloir que vous évoluiez aussi, parce qu'il y a de plus en plus de voitures électrifiées et de voitures électriques. Ça va se contrôler comment, ça ? Alors en fait, c'est déjà le cas, car du fait qu'on soit numéro 1 du contrôle technique, on est numéro 1 aussi sur les véhicules hybrides comme électriques qui passent déjà dans nos centres. Et nous avons déjà des formations qui sont mises en place pour nos contrôleurs, pour faire en sorte qu'ils soient capables évidemment de les contrôler. Et les buts pour nos centres, c'est d'être la référence justement pour ces nouveaux véhicules hybrides et électriques. Et par exemple, c'est vrai que on réfléchit à comment est-ce qu'on pourrait demain mieux contrôler notamment la batterie, qui sera un point clé dans ces véhicules et même dans la revente des véhicules, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le contrôle technique a été présent au départ pour revendre, pour vendre les véhicules. La dernière question, parce qu'on n'a plus le temps, mais le kilométrage, tout le monde peut le bidouiller aujourd'hui. Par contre, au contrôle technique, on pourrait voir qu'il était bidouillé. Pourquoi vous ne le vérifiez pas ? Alors, c'est le cas. Aujourd'hui, on le vérifie. Ouais. Et vous arrivez à déceler quand il a été modifié ? Alors, en fait, aujourd'hui, il y a un suivi qui est fait au fil de l'eau sur le véhicule, donc les incohérences doivent remonter. Oui, évidemment. Bon, mais en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler du contrôle technique, parce que c'est un gros sujet qui Puis on parlera justement de toutes ces arnaques-là. Est-ce qu'on peut les déceler au contrôle technique ? Oui, et puis de toute façon, on sait très bien qu'il évolue tout le temps, donc il y aura encore des prochaines étapes d'évolution. Merci beaucoup, Miguel. Merci, Miguel. À votre dispo, merci beaucoup. Directeur de la communication du groupe SGS France, entre autres, c'est Autosécurité, Sécuritest. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Allez, tout de suite, vous le savez, on parle questions pratiques aussi sur Sud Radio dans On parle auto, 0826 300 300. Vous nous appelez. Bonjour Philippe Alingri. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Laurence et bonjour Jean-Luc. On vous écoute. Oui, alors vous parlez souvent d'évolution des batteries, mais les moteurs électriques évoluent aussi. Alors que pensez-vous des moteurs sans aimant qui en plus n'ont pas besoin de terres rares sur leur potentiel et leur efficacité, s'il vous plaît? La question elle est directe. Ouais, c'est technique. Elle va adorer Laurence, parce qu'elle aime bien les questions techniques. Non, mais c'est vrai, quand on parle de moteur électrique, on dit moteur électrique, on met tout dedans. Il y a plein de technologies différentes dans les moteurs électriques. Il y en a deux en particulier qui sont utilisées sur les voitures, c'est ce qui va nous intéresser. Il y a la grande partie, c'est ce qu'on appelle les moteurs synchrones à aimant permanent. Alors qu'est-ce que c'est synchrone? Ça veut dire vous avez un champ électrique tournant et puis vous avez alors c'est dans le stator et vous avez un rotor. Le rotor, il y a des aimants dessus et quand on fait tourner un champ électrique, ça déplace les aimants et donc ça fait tourner le rotor. Ça, c'est le moteur le plus simple. Enfin, c'est le plus simple. C'est le plus utilisé. Pourquoi? Parce qu'il est plus simple à piloter. Il est plus léger, il a un rendement qui est excellent, environ 95%. D'accord. Il est, je vous l'ai dit, facile à piloter. Oui, il est compact. Oui. Donc, on va dire 98% des véhicules électriques aujourd'hui ont des moteurs synchrones à aimant permanent. Mais ça pose deux problèmes. D'abord, les aimants, il faut des terres rares pour les faire. Et alors ça, à partir du moment où j'ai dit terres rares, d'écologie, c'est mort. Exactement. Voilà. En plus, c'est la Chine qui a le quasi-monopole des terres rares. Donc, notre dépendance vis-à-vis de la Chine augmente à cause de ça. En plus, les aimants, au-delà d'une température de 80 degrés, risquent de se désaimanter. Donc, ça peut poser un problème si le véhicule chauffe. Et puis, à très haute vitesse, un moteur à aimant permanent va perdre de son rendement. Alors,
il y a une autre solution, c'est ce qu'on appelle le moteur asynchrone. Et Tesla l'utilise. C'est pour ça que je vous disais 98%. Non, mais vous êtes mais payé en fait, par Tesla ou quoi, Jean-Luc Moreau? non, mais alors Tesla l'utilise, mais c'est un moteur, ce qu'on appelle asynchrone. Pourquoi asynchrone? Parce que le champ tournant n'est pas proportionnel à la vitesse du rotor. Il y a toujours ce qu'on appelle un décalage angulaire. C'est un peu, tiens, vous faites tourner une petite cuillère dans du yaourt. La vitesse à laquelle tourne le yaourt, c'est pas la vitesse à laquelle tourne la petite cuillère, il y a un décalage angulaire à chaque fois. Logique. Voilà. Bon, c'est ça C'est clair. Voilà. Alors, ce moteur-là, alors Tesla a réussi à avoir un rendement qui est quand même plus important que la théorie de ces moteurs-là. Ils sont à 88%. C'est un moteur qui présente des avantages. Alors, il est beaucoup plus dur à piloter. Ils ont racheté, Tesla au départ a racheté des sociétés qui maîtrisaient cette technologie-là, ce qui leur a permis de prendre de l'avance, avance qu'ils ont toujours. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, alors attention, là, ça va être très technique, sur la Tesla 3, vous avez un moteur à reluctance commutée, ça s'appelle comme ça, qui est encore une évolution de ce moteur asynchrone. Il y a deux moteurs. Hein. Il y a un moteur comme synchrone à aimant permanent et un moteur asynchrone. Pourquoi? Parce que le moteur asynchrone à haute vitesse, il est meilleur. Merci. Voilà, parce que nous, il faut du concret maintenant. C'est pour ça qu'une Tesla à 130 km/h, elle va consommer proportionnellement moins d'énergie qu'un autre véhicule électrique qui a un moteur à aimant permanent. Concrètement, par rapport à la question de Philippe, qu'est-ce que ça m'apporte de plus? Est-ce qu'il va me permettre d'économiser de la batterie et d'aller plus loin en termes d'autonomie ou pas? Eh bien, Tesla a trouvé la bonne solution. Deux moteurs, un qui est très bon à bas régime et puis un qui est très bon à haut régime, et comme ça, le meilleur des deux mondes. Et ben voilà. Merci. Excusez-moi, est-ce que je peux poser une autre question? Alors, ce que je vous propose... après la pub, parce que là, sinon, je vais me faire taper dessus, et à juste titre. Vous savez, c'est pas facile de tenir l'ami Jean-Luc, hein, il est aussi bavard que moi. Restez avec nous, Philippe, on a beaucoup de choses à faire après, donc il va falloir une question simple, et une réponse simple aussi, parce qu'après, on a plein de choses à faire. D'accord. À tout de suite. À tout de suite. Avec vous ce matin également au 0826 300 300. D'ailleurs, envoyez vos dons à Jean-Luc Moreau. Hein, voilà. Et vous êtes nombreux aussi à être avec nous sur la page Facebook de Sud Radio. On a plein de questions. Tiens, par exemple, il y a Stéphane qui dit Jean-Luc, une question avec le Velsatis V6 3,5 litres 2004, peut-on rouler en partie à l'éthanol s'il vous plaît? Non. Ok. Vaut mieux une éviter. question simple. Non, voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi? Bonjour Florence et Jean-Luc. Ah bah tiens, on en parlera plus tard. C'est une question pneu. C'est drôlement bien ça. Ouais. Voilà, il y a plein de Philippe, choses. Je crois, qui attend aussi. Oui, il y a Philippe qui est toujours avec Philippe, nous. votre question 0826 rapide, c'est quoi? 300 300. Vous n'avez pas parlé des moteurs qui est fabriqué par Renault à Cléon, donc qui est synchrone également. Oui, qui a un moteur synchrone bobiné cette fois. Non, parce que j'ai parlé de deux types de moteurs. J'ai parlé Tesla et autres. Voilà, j'ai parlé des moteurs à aimant synchrone à aimant permanent et les moteurs asynchrones. Voilà. Alors dans les moteurs synchrones, il y a aimant permanent ou bobiné. C'est quoi bobiné? C'est un bobine. Vous avez le rotor, en fait, il est bobiné, donc c'est pas des aimants, mais il est en liaison. Il doit, pour arriver à tourner, hein, il doit être alimenté en courant, donc c'est ce qu'on appelle les moteurs avec des balais. Voilà. Alors c'est un petit peu technique. C'est du moteur synchrone. Il a l'avantage de pouvoir être piloté plus. J'ai perdu Laurence, ça y est. De pouvoir être piloté plus finement, mais il nécessite un entretien parce que les balais ils frottent tout le temps, donc ça s'use. Un balai, vous savez, alors ça vous parle. Non, un balai, ça s'use quand on frotte avec. D'essuie-glace, ne me mettez pas sur ce terrain-là. On va pas être copains. Un balai, ça s'use. Voilà. Alors c'est ça la techno du moteur Renault. Voilà. Avec un seul S. Voilà, Philippe, on a répondu à votre question tout de suite, puisque vous savez qu'on vous offre des places aujourd'hui pour le Grand Prix Camion de Nogaro. On va rencontrer la gagnante du jour qui est avec nous, et je crois pouvoir vous dire que nous avons Yvette. Salut Yvette. Bonjour. Bonjour Yvette. Donc vous êtes contente de m'accueillir pour aller voir le Grand Prix Camion, puisque vous avez gagné 5 places. Non, 5 places pour une seule personne. Mais attends, Jean-Luc, quand on fait un jeu, on pose une question, il faut savoir si Yvette a eu la bonne réponse. Ah bon, d'accord. Yvette, la question était la suivante. Quand est-ce qu'on a créé le premier Grand Prix Camion à Nogaro? 1994. Et c'est gagné! 5 places offertes par, évidemment, le circuit Nogaro, le fameux circuit Paul Armagnac à Nogaro. Et puis, Sud Radio aussi, on vous envoie tout ça? Oui. Je vous donne l'adresse. Et on va vous donner l'adresse hors antenne. Comment il s'appelle votre compagnon? Francis. Francis, embrassez bien Francis pour nous. On prend tout ça hors antenne, ne vous inquiétez pas, je vous laisse dans les mains expertes et très agréables de notre amie Aude qui est au standard aujourd'hui. Et on vous envoie vos 5 places. Attention, je vous rappelle que c'est premier week-end de juillet. Enfin, c'est pas vraiment le premier week-end de juillet, c'est le 3 et le 4 pour ne pas dire de bêtises. 3 et 4 juillet prochain. Bisous Yvette. Bisous à toute l'équipe, merci. On vous embrasse. Merci, au revoir.
La question pour gagner l'autre série de places, parce que j'offre de nouveau 5 places. Ouais. Et la suivante, à combien de kilomètres-heure sont bridés les camions lors de Moi, courses? je sais. Chut. Ah bon. Jean-Luc Moreau, chut. Alors, je peux pas gagner de place. Non, par contre, tu peux m'inviter. Vous pouvez Voilà. m'inviter. Ouais. À combien de kilomètres-heure sont bridés les camions qui participent à ce Grand Prix camion? Est-ce 1 160 km/h, 2 360 km/h? Est-ce 1 160 c'est facile km/h? quand même. Eh ben moi, je suis là pour faire gagner les gens et les gâter. Ouais. Vous nous appelez 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Ah, la Toyota Yaris GR. GR. Voilà. Alors, c'est une voiture de double. Alors, GR, c'est Gazoo Racing. Alors, c'est un peu ridicule Gazou, comme Gazou nom. Oui, c'est ça. C'est Gazoo. À chaque fois, ça me fait penser à ce film-là. Bon, c'est le département compétition de Toyota. Alors, par contre, là, c'est franchement sérieux. Ça veut dire que cette voiture, elle a été conçue au départ pour en faire une voiture de rallye. D'ailleurs, il y a une petite plaque à l'intérieur avec écrit WRC. Et c'est pas juste du marketing. C'est pas juste du marketing. Déjà, esthétiquement, quand même, c'est la seule jolie. Yaris 3 portes de la gamme. Bon, elle est fabriquée au Japon. Alors, vous savez que la Yaris traditionnelle, elle est exactement, elle est fabriquée dans Schnorr. Hein, voilà. Pratiquement aucune pièce en commun avec le modèle qui est fabriqué en France. Alors si, il y a les feux avant, les rétroviseurs, l'antenne radio. Bon, voilà, c'est tout. Alors celle-là a un look beaucoup plus méchant. Elle a des ailes plus larges. Elle a un peu plus viril que méchant. Elle est plus virile. Elle a des grosses est assez élégante. roues. Quand elle a même, des grosses roues de 18 pouces, le large bouclier. Bon, on comprend surtout en soulevant le capot qu'il y a quelque chose de différent. Vous avez un moteur. Alors gentil, hein, 3 cylindres, 1,5 litre. On se dit ouais, super. Turbo compressé quand même. Par contre, quand on regarde la fiche technique, 261 chevaux, 360 Nm de couple, 4 roues motrices. Alors on va comparer la voiture de rêve de mon enfance, la Peugeot 205 GTI 1,9 litre. Elle faisait 130 chevaux. Hein, donc la moitié en puissance, 164 Nm. Là, on est à 360. Alors, la Yaris est plus lourde, mais elle est 4 roues motrices. Hein, on est à 1250 kg. Alors c'est une voiture. C'est pulse ça. Ouais. Alors, elle a rien de familial. Hein. Coffre 174 litres, il y a 4 places, mais il y en a vraiment une qui est super, c'est celle qui est entre le volant et le siège, c'est là qu'on est le mieux assis. Les sièges d'ailleurs, sont assez confortables. C'est pas du baquet pur et dur, c'est on va dire du semi-baquet. On est plutôt bien installé. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que c'est pas un habitacle spartiate en fait. Ils ont fait une voiture de course, mais quand on monte dedans, on a l'impression d'être dans une Yaris normale. Urbaine classique. Voilà, c'est le tableau de bord de la Yaris 4, donc la nouvelle, avec des compteurs analogiques. Moi, je trouve ça plutôt bien, avec un équipement qui est vraiment super. Il y a la climatisation, vous avez les aides à la conduite, c'est-à-dire même sur l'autoroute, vous mettez le régulateur de vitesse avec le radar, etc. On a l'impression d'être dans une voiture normale. Sauf que on peut rouler normalement, voilà. Le moteur, il est très souple, ça reprend en 6e à 1500 tours minute. Quand on est à 1500 tours, on doit être à quoi? 60 km/h sur la route, donc entre 60 et 80, vous pouvez rouler, vous êtes en 6e tranquille. Ça consomme pas beaucoup quand on est vraiment gentil sur la pédale d'accélérateur. Moi, j'ai réussi à être aux alentours de 6 litres au 100, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, quand on décide de chatouiller la bestiole, alors là, attention. Ouais. Ça envoie du pâté. 0 à 100, 5 secondes 5, 230 km/h. Alors elle est limitée les vitesses de pointe, mais on y est tout de suite. Et surtout, avec les 4 roues motrices, on peut régler, en plus vous avez une petite molette qui vous permet de régler la répartition du couple sur l'avant et l'arrière. Alors sport, vous avez 70 à l'arrière, ensuite vous avez normal 60 à l'arrière, et puis même une position track, c'est pour la piste. Et là, vous prenez pour... C'est pas compliqué. Alors vous irez voir la vidéo. Oui, tiens. c'est ça. Parce vous que irez voir la franchement, vidéo vous avez fait un super truc là. J'avoue que j'ai adoré. C'est sur la chaîne YouTube de Sud Radio. J'ai adoré ce que vous avez fait sur cette petite voiture. On sent que vous êtes fan. C'est du thermique. Ça change de tout plein de choses. Quand on appuie, il se passe des choses. Le prix, vite, parce qu'il nous reste 30 secondes. Ça vaut 35 600 € en finition pack premium. Il n'y a plus de modèle disponible pour 2021. Ça sert à rien. Tout a été vendu. Toyota a même augmenté la production tellement il y a eu de demande pour cette voiture. Il faudra attendre 2022, mais en 2022, vous paierez 10 000 € de malus. Ah ouais, non, voilà. Bon, merci pour cette belle essai Yaris. Ça a été vite, mais comme la voiture, mais vous irez la voir. 261 chevaux, 4 roues motrices, la Yaris, Toyota Yaris GR. Et Stéphane nous dit que Gazoo, c'est le nom des rebelles de la route au Japon. Allez, mon Gazoo. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Allez, avec la voiture et l'environnement, nous allons parler des électriques hybrides Test Day. C'est avec Aymeric Vellan qui est coordinateur de l'initiative. Bonjour Aymeric. Bonjour Aymeric. C'est quoi ces électriques hybrides Test Day?
Voilà, Alors, c'est notre 2e édition cette année. C'est tout simplement essayer une large gamme de voitures, ne pas faire 10 concessions dans la journée. On a réuni... il y a quoi, une vingtaine de voitures, c'est ça? Oui. Il y aura des scooters aussi, des 125. Et tout en électrique ou en hybride? Tout en électrique ou en hybride. D'accord. Et c'est à quel endroit? Donc c'est au Parc Floral de Paris. Il est où le Parc Floral de Paris? Ah il est à côté de Vincennes. Ah oui, il est à côté de Vincennes. Il y a 1 kilomètre de piste, vous avez fait une piste spéciale? Oui, une piste spéciale, donc c'est dans les arbres et tout, c'est très joli. On a un parking pour accueillir nos visiteurs, parce que le chemin il est un peu long du métro au Parc Floral. D'accord. Donc parking gratuit, entrée libre, test gratuit. C'est quoi le but? Excusez-moi, Aymeric. C'est quoi le but? C'est de démontrer à ceux qui sont encore réticents à l'électrique et à l'hybride que c'est une autre façon de rouler, mais qu'elle est aussi bien? En fait, le but, c'est qu'on s'est rendu compte que il n'y a pas énormément de gens qui ont déjà essayé une voiture électrique. Oui. Et après, sortir se dire, voilà, moi j'ai une autorisation thermique. Mais l'électrique, on parle que de peu d'autonomie ou autre. Les gens là, on teste la voiture. On plein d'a priori d'idées préconçues sur l'électrique, donc c'est bien de mettre ses fesses dedans pour se rendre compte de ce que c'est. Je vous envoie Laurence d'ailleurs tout de suite après l'émission. Moi, je suis pas contre l'électrique. Non, mais je suis contre la guerre qu'on fait au thermique. Oui, non, mais de toute façon, idéologiquement. On le redira des centaines de fois dans cette émission, j'espère. Il y a un bon véhicule pour un bon usage. Exactement. Voilà. Il y a un bon véhicule pour chaque usage. Électrique. Est-ce que, Aymeric, vous me dites, il y a 20 voitures, mettez-nous un peu l'eau à la bouche. Il y a quoi? Alors, il y aura des Volvo. Ouais. Ça, Laurence, elle a essayé le XC40 Recharge, elle a trouvé ça vachement bien. Oui, j'avoue. Il sera là, très quali, haut de gamme. On aura la Star, c'est un peu la Ford Mach-E. Oui, la Mustang, oui. On aura bien sûr la ID4 de Volkswagen. Ouais. La Skoda Enyaq. D'accord, il y a des trucs sympas. Dites donc, pour conclure, Aymeric, en fait, pour tous ceux qui sont sur l'île de France demain et qui veulent aller essayer gratuitement une voiture hybride ou une voiture électrique, puisque vous avez 20 véhicules à mettre dans nos mains, on peut venir vous retrouver au Parc Floral à partir de quelle heure? Alors, de 9h à 19h. C'est des créneaux de 15 minutes. Ok. Il faut s'inscrire. C'est important d'essayer les électriques avec les nouvelles règles sur les ZFE. Il faut. D'accord. Mais il faut s'inscrire au préalable. On n'arrive pas les mains dans les poches. Il faut s'inscrire sur les créneaux parce que par exemple pour la Mach-E, il n'y a plus que des créneaux l'après-midi. Ah bah oui, mais enfin il y en a encore. Et c'est sur Internet qu'on peut trouver les inscriptions. Électrique hybride test day, DAYS, avec Aymeric Velland qui était notre coordinateur de l'initiative. Et on vous retrouve d'ailleurs demain matin, je pense, au micro de Philippe David pour parler un peu plus de cette journée incroyable. Ce sera dans les grands matins week-end de Sud Radio en direct pour bien mettre cette journée en route. Allez, j'espère qu'avec la Mach-E, ils n'auront pas de sushi. Merci, bon week-end. J'espère qu'avec la Mach-E, il n'y aura pas de sushi. Mon Dieu, j'adore. Allez, dans quelques instants, on va découvrir le gagnant de notre jeu et on va parler pneus, mais on va bien en parler. C'est Jean-Luc M de Paris, le gagnant, non? Non, il n'habite pas à Paris, Jean-Luc M, parce qu'il préfère sa banlieue. Et évidemment, dans quelques instants, je vous rappelle qu'on vous donne rendez-vous pour l'émission Ça roule, où l'on évoquera cette... comment on va pouvoir dire la façon dont on va encore nous vider les poches. C'est moi qui le dis. Oui, je suis d'accord. Sur raquette, sur le stationnement, y compris pour les motos. Ah bah surtout pour les motos, parce qu'ils vont devoir payer les deux roues. Les deux roues. Ils vont pouvoir payer, y compris les scooters. Et puis raquette aussi sur les non résidentiels à Paris, c'est-à-dire que les gens comme moi qui habitent en banlieue, je vais payer beaucoup plus cher quand j'irai me garer sur Paris. Voilà. Il y en a marre, et c'est pas du mal à barre. Et si ça vous arrivait dans vos villes, à Montpellier, à Marseille, à Strasbourg, voilà, vous venez nous retrouver, on va en parler au 0826 300 300 et nous aurons Jean-Marc Bellotti qui est de la Fédération française des motards en colère. Je peux vous dire que ça va crier fort sur Sud Radio. Mais tout de suite, on parle pneus. Allez, un petit pneu. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. On a des petits messages sur Facebook. Il y a Aouch qui dit: je viens de voir les photos de la vraie voiture de rallye pour tous. Bonjour, là sur la Yaris dont on en parlait. Tout le monde en veut. Ouais, tout le monde. Mais à commencer par moi, si j'avais pu la garder. J'avoue. Voilà. Bon, allez, on parle les pneus. Les pneus. Alors on se dit, tiens, le pneu, ça n'a pas beaucoup évolué depuis le début. C'est un truc. D'abord, c'est toujours de la même forme. Voilà. Alors des pneus carrés, ça marcherait moins bien. Oui, ça marcherait moins bien. Et puis ça a toujours à peu près le même aspect. C'est noir, machin. On se dit finalement, ça n'a pas beaucoup évolué. Eh ben, grosse erreur. Ça a bien évolué. On a avec nous Cyril Roger, qui est expert innovation chez Michelin. Bonjour Monsieur Roger. Bonjour Cyril. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Alors
Bon, le pneu, allez, super rapidement, les grandes évolutions du pneumatique depuis ses débuts, c'est quoi ? On a quand même bien évolué. Il y a eu l'invention du pneu radial dans les années 40 par Michelin. Ensuite, les premiers pneus verts dans les années 90 avec l'introduction d'Assise. Donc, les premiers pneus qui commençaient à permettre de réduire sa consommation de carburant sur sa voiture. Et puis, les pneus connectés comme le Michelin Track Connect qu'on a sorti en 2018. Donc, il y a eu des évolutions. Et puis, les pneus increvables alors voilà, et puis les pneus. Moi j'avais ça dans le 1000 bornes, alors donc ça existe. Moi aussi. Moi j'avais la carte surtout. C'était la carte que tout le monde voulait dans le 1000 bornes. Et effectivement, on a introduit une technologie qu'on a appelée le self-seal, qui est aujourd'hui disponible sur certains véhicules à la première monte, et qui permet effectivement de réduire le risque de crevaison sur sa voiture. C'est-à-dire que s'il y a un clou qui traverse, à l'intérieur il y a un revêtement qui va boucher le trou, on peut continuer à rouler. Exactement. C'est une espèce de gomme qui est très fluide en fait et qui, sous l'effet de la pression, va venir boucher le trou autour du clou ou si le clou est parti à la place du clou, et ça va permettre de refaire l'étanchéité en fait. Mais ça, c'était avant. Ça, c'est maintenant. Parce que ça, c'est maintenant. Mais surtout demain. Voilà. Alors, c'est que ça paraît carrément incroyable. Attention, le pneumatique sans air. Non, ça manque pas d'air ? Voilà. Si. Alors c'est vrai que pneumatique, alors c'est marrant parce que la branche de la physique qui étudie la transmission des efforts par les gaz comprimés, et donc le pneumatique est devenu un nom commun. Mais pour demain, on travaille effectivement dès aujourd'hui à créer des pneus sans air. Donc ce sont des structures qui s'autoportent en fait, grâce à des matériaux très résistants et très légers, et qui permettent effectivement de réduire ce problème de crevaison qu'on n'a jamais réduit complètement depuis 130 ans, depuis l'invention du pneu, alors que là on va complètement supprimer le risque de crevaison grâce à ce prototype qu'on a appelé Optis, et qui pourrait être sur le marché dès le milieu de la décennie, donc 2024-2025. Ah oui, c'est demain. C'est demain. Et ça ressemble à la radio, c'est pas facile d'arriver à imaginer un pneu sans air, mais ça ressemble à quoi physiquement ? Alors physiquement, ce qui est très drôle, c'est quand on le voit rouler sur une voiture, on a l'impression que la voiture est en lévitation, parce qu'on voit plus du tout. On voit à travers le pneu en fait. Oui, parce que ça fait des bandes en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. On a la bande de roulement, donc qui est la partie classique. Ouais. Et à la place des flancs, où on voit pas à travers, là on a ce qu'on appelle des espèces de rayons, des spokes en anglais, qui permettent de porter la charge et de transmettre les efforts au véhicule. Et en fait, ces spokes, quand ils sont en mouvement, on les voit plus. Donc, on a l'impression que la voiture est vraiment en lévitation au-dessus du sol. C'est la guerre des étoiles, votre truc. Voilà. C'est fou, c'est génial. Parce que au-delà du côté anti-crevaison, il y a aussi le côté de devoir faire toujours la pression des pneus régulièrement. Enfin, il y a tout un côté très pratique. Ça sera de la sécurité, ça sera moins de consommation, parce qu'on aura toujours la pression optimale, vu qu'il n'y a plus de pression. Mais à un moment, il va bien s'user quand même. Oui, il va s'user, bien sûr. C'est pour ça qu'on travaille aussi, et ça c'est un peu plus long terme, mais on travaille à la nouvelle génération, le pneu du futur. Et là, je vais vous faire rêver encore plus, puisque les prochaines générations sur lesquelles on travaille, on pourra les recharger par des impressions 3D. Donc tous les 6 mois, par exemple, on pourra aller chez son garagiste et recharger sa bande de roulement au lieu d'acheter un pneu neuf, et on gardera la structure de base quand elle sera usée. On aura 100% de matériaux durables. Et là aussi, on travaille aujourd'hui, dès aujourd'hui, sur des projets concrets, alors qu'ils sont fous quand on entend parler de ça, mais la digestion de bouteilles en plastique par des enzymes, avec notre partenaire Carbios, qui est une start-up clermontoise, qui permet de recréer le monomère de base, donc l'élément essentiel de l'élastomère, pour pouvoir refaire demain des élastomères synthétiques à base de plastique recyclé. Juste, Cyril Roger, c'est le fameux Optis qu'on peut voir aussi actuellement sur Internet. C'est-à-dire que si on tape sur votre moteur de recherche pneus sans air, on a tout de suite lui. Ah voilà, c'est ça. On voit des vidéos et tout, c'est impressionnant. Donc ça, vous nous avez dit, ça arrive avant le milieu de la décennie. Donc. Exactement. C'est génial. Donc ça, c'est très concret, c'est presque demain. C'est super. Et puis, on a le plus long terme, sur lequel on travaille dès aujourd'hui avec les matériaux durables. Et ça, on est très fiers de pouvoir prendre un engagement dès aujourd'hui, de dire qu'en 2030, donc c'est pas très loin, on aura 40% de matériaux durables à l'échelle du groupe Michelin dans nos pneus. C'est-à-dire que d'ici là, on aura cumulé 13 millions de tonnes de matériaux durables à la place de la consommation de matériaux fossiles issus du pétrole. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler de ces pneus sans air. Je suis obligée de vous couper la parole, Cyril. Je suis désolée. Je suis vraiment la fouetteuse de temps dans cette émission. Mais c'était hyper impressionnant. Et il y a même Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio où vous pouvez suivre l'émission en direct. Il nous a mis le lien sur YouTube sur le fameux pneu increvable et sans air de chez Michelin. C'est bluffant au possible. Merci beaucoup, Cyril Roger, expert innovation chez Michelin. Tout de suite, quelle auto choisir ?
Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? 2 minutes pour accueillir Jean-Pierre. Non, c'est Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Oh, quelle jolie voix. Alors, quelle voiture vous voulez, vous, Jean-Pierre? Choisis entre la Peugeot 308 SW ou la Fiat Leon en expérience. D'accord. Pour la fiabilité et le confort, quoi. Non, mais alors, c'est moi qui pose les questions. Oui. Non, mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est une voiture, un usage. Quel usage vous avez? Vous faites beaucoup de kilomètres, quel type de trajet vous faites, etc. Ça permettra de déterminer quel véhicule il vous faut. Je fais de la route, de l'autoroute et un peu de ville. Mais beaucoup ou bien? Combien de kilomètres par an à peu près? 22, 23 Ah oui, vous roulez plus que la moyenne nationale. Oui. Voilà. Comme moi. Donc, et vous faites de route, autoroute et un peu de ville, c'est ce que vous m'avez dit. Oui. Voilà. Et en choix de motorisation, vous aviez quoi jusqu'à présent? Actuellement, j'ai un diesel. Vous restez sur un diesel. En plus, vous la voulez neuve ou d'occasion, votre voiture? D'occasion. D'occasion, vous faites des super affaires en ce moment. Une 308 SW qui est franchement très bien. Vous pouvez vous la payer avec... Moi, je serais vous, je prendrais la boîte automatique parce que si vous n'y avez pas goûté, une fois que vous y aurez goûté, c'est génial. Il y a un grand coffre. Avec un diesel, les derniers diesels modernes, quand vous serez sur la route, vous allez consommer 5 litres au 100. Par contre, la voiture, il faudra la garder. On rencontrera. Plus on va avancer dans le temps, plus la problématique de la revente sera problématique. C'est le cas de le dire pour les diesels. S'il le prend en occasion, Non, mais là, vous l'achetez en occasion. Vous allez déjà faire une très bonne affaire. Voilà. Et puis, la voiture, vous la gardez, vous l'usez jusqu'au bout. C'est le mieux. Bon, Jean-Pierre, je crois que vous avez votre réponse là. Clair, net et précis. Combien vous aviez de budget? Vous voulez y mettre combien? 18 000. 18 000 ça passe large. Large. Vous pouvez même avoir une occasion relativement récente. Voilà, Jean-Pierre. Vous nous tenez au courant, vous nous enverrez la photo de la future voiture. On vous embrasse très très fort et on vous souhaite un super week-end. Et juste pour finir notre émission, sur la bonne note des cadeaux qu'on faisait aujourd'hui avec le fameux circuit de Nogaro, les Grand Prix camions du 3 et 4 juillet. Attends. On va accueillir, je crois que c'est Viviane qui est avec nous. Bonjour Viviane. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour Viviane. Oui, je suis très émue. Oh, mais nous aussi, on adore vous recevoir. Alors, à combien maximum les camions ont-ils le droit de rouler sur le Grand Prix camion de Nogaro? 160 km/h ou 360 km/h? 160. Vous avez gagné. Bravo, merci Viviane. Beaucoup. On vous envoie les 5 places, donc vous allez pouvoir y aller avec 4 personnes de votre choix. Attention. Mais c'est pour les garçons. Voilà. Super. Voilà. Nogaro et Sud Radio, générosité affirmée. Nous, on n'offre pas une place ou deux, mais c'est 5 d'un coup, parce qu'on est comme ça. On vous embrasse fort, Viviane. Nous aussi, moi aussi. Bonne journée. Revoir, merci Viviane. beaucoup. Merci, au revoir. L'ami Jean-Luc. On se voit la semaine prochaine. Avec bonheur. Voilà. Vous mettez au frais ce que je vous ai mis dans la voiture et vous direz ce que vous en pensez. Je vous dirai ce que j'en pense. Avec modération. Tout de suite, le retour de l'info et puis ça roule avec le sujet du stationnement qui va devenir payant pour les 2 roues, motos et scooters et autres, et les stationnements des voitures résidentielles qui, elles, vont augmenter, des non résidentiels à Paris. Et si ça vous arrive dans votre ville, vous en pensez quoi? Venez en parler avec nous, 0826 300 300.